L'alimentation, aujourd'hui et demain, c'est sur la scène Forum, en partenariat avec Guest Online, la réservation responsable. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième table ronde où on explore les horizons des cuisines africaines, qui est la thématique de la journée sur Omnivore. Je suis ravie d'accueillir mes trois invités que je ne vais pas tarder à présenter. Pendant ce temps, Georgiana a fait sa petite story Instagram, donc ça va lui laisser le temps de gérer. Je voulais revenir sur le fait que l'Afrique est quand même un continent qui est marqué par des trajectoires d'exil et de migration. Et donc les cuisines africaines portent en elles des histoires chargées de mots. On l'oublie souvent, mais derrière des produits aussi banals que le café, le chocolat, le sucre, il y a une longue histoire coloniale teintée d'esclavagisme. C'est important de ne pas oublier ce passé. Aujourd'hui, c'est d'autant plus vital de se projeter vers l'avenir et de se dire que l'assiette de demain sera forcément teintée des couleurs africaines. Donc pour réenchanter l'Afrique et ses cuisines bouillonnantes, aujourd'hui j'ai la joie de vous présenter nos intervenants. Clarence Kopogo, cuisinière multiforme, passée par la formation cuisine mode d'emploi de Thierry Marx, cofondatrice de l'Institut gastronomique panafricain, ainsi que du projet Gombo. C'est vraiment la thématique Gombo aujourd'hui. On en parlera cet après-midi avec Georgiana sur cette même scène artisan, qui cherche à promouvoir donc les cultures culinaires africaines. Georgiana Viau, chef cuisinière et chef à la tête du restaurant Rouge à Nîmes, très visible en ce moment sur le petit écran en tant que jury de Masterchef. On la voit partout, sur les bus, partout. Et autrice du livre Le goût de Cotonou, paru en 2021, écrit avec Maya Lenzubilaga, qui est je crois dans le public, avec les magnifiques photos de Maki Manoukian. Pierre Affar, directeur, on peut le dire, voilà aussi, docteur en géographie, auteur d'un livre intitulé Géopolitique de l'alimentation et de la gastronomie, de la fourche à la food tech. Moi qui suis fan de jeux de mots, je ne peux qu'approuver. Pierre, justement, on va commencer par toi, si je peux me permettre de te tutoyer. L'anthropologue Chantal Crène, que vous connaissez, je crois, a écrit dans cette revue Papille les cuisines venues d'ailleurs sont historiquement reconnues dans l'espace public quand les personnes elles-mêmes sont considérées comme des membres à part entière du pays d'arrivée. Est-ce pour cela qu'on autorise enfin les cuisines africaines à exister et à briller ? Je peux répéter la question. Les cuisines venues d'ailleurs sont historiquement reconnues dans l'espace public quand les personnes elles-mêmes sont considérées comme des membres à part entière du pays d'arrivée. Autrement dit, quand il y a une reconnaissance de la part des personnes d'un pays de migration et de personnes qui s'intègrent vraiment à la société. Qu'est-ce que ça vous fait, est-ce que ça vous fait réagir, Pierre ? Qu'est-ce que ça m'inspire, c'est ça ? Oui, alors c'est une très bonne question de lier la question migratoire et la question culinaire, parce que finalement, quand on étudie l'alimentation et la cuisine sous toutes ses formes, finalement, considérer les systèmes alimentaires comme des ensembles clos, monolithiques, etc., ça n'a absolument aucun sens. Dans le cas des cuisines africaines, bien entendu, Lorraine t'a parlé des questions migratoires, des questions coloniales, etc., qui sont vraiment importantes pour comprendre l'histoire des cuisines africaines, mais aussi le présent, et comme on est là aujourd'hui sur l'assiette du futur, aussi l'avenir. Mais ça, c'est valable pour absolument toutes les cuisines possibles et imaginables. Si on parlait de la cuisine française, de la cuisine japonaise, de la cuisine mexicaine. D'ailleurs, on pourrait même se poser la question de ce qu'est une cuisine nationale, qui n'a, à mon sens, pas vraiment de sens, justement, sans mauvais jeu de mots. Dans le cas des cuisines africaines, il y a quelque chose qui est très intéressant par rapport à d'autres cuisines, asiatiques, le moyen-oriental, latino-américaine, c'est que finalement, il y a une sorte de paradoxe entre la présence très importante de diaspora africaine en Europe notamment, mais aussi en Amérique du Nord, et finalement le relatif anonymat dans lequel restent les cuisines africaines. Et d'ailleurs, ça, avant de laisser la parole à mes chers collègues, j'insiste sur le pluriel. On a un peu trop tendance à entendre la cuisine africaine pris comme un tout. Mais quand bien même on considérerait que les cuisines dites subsahariennes, entre la cuisine sénégalaise et la cuisine kenyane, entre la cuisine du Burundi et celle d'Afrique du Sud, ça n'a absolument aucun rapport. Là, je suis géographe de formation, on est sur plusieurs milliers de kilomètres les uns par rapport aux autres. Je le rappelais dans la première table ronde, 54 pays, 3 fois, et la taille de 3 fois l'Europe. Donc, Georgiana veut me couper la parole, c'est très bien. Oui, j'adore couper la parole. Je fais que ça. Heureusement qu'on n'a qu'un micro, mais bon, elle y arrive quand même.
je veux juste faire une parenthèse sur ce qu'il a dit, du fait que le dire d'une cuisine qu'elle est nationale, ça n'a pas forcément de sens. Mais au-delà de ça, même dans un propre pays, en fait, et je vais prendre l'exemple de la France qui va parler à tout le monde, la cuisine basque n'a absolument rien à voir avec la cuisine lyonnaise, qui n'a absolument rien à voir avec la cuisine provençale. Donc déjà, partant de là, je ne comprends pas comment, à un moment donné, on en est arrivé à réduire les cuisines d'un continent à une cuisine. Selon toi, c'est arrivé comment ? Je n'en sais rien, Lorraine. Je n'en sais rien. L'inconnu, en fait, l'ignorance, de toute façon, ça part toujours de là. Hein. Quand on ne sait pas de quoi on parle, on dit n'importe quoi et après, ça devient un peu... Il y a beaucoup de singularités et en même temps, il y a un socle dont on parlait tout à l'heure avec Jules aussi et avec Axel. Il y a un socle commun qui est aussi celui du panafricanisme. Clarence, est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce qu'est le panafricanisme en tant que fondatrice de l'Institut gastronomique panafricain ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, dans la philosophie que je défends du panafricanisme culinaire, c'est que en Afrique, mais aussi dans la diaspora, on a beaucoup de produits en commun qui, d'une région ou d'une population à une autre, les noms sont complètement différents. L'utilisation ou la recette est complètement différente, mais on retrouve la même base. Les techniques peuvent être aussi différentes. Tu as des exemples en tête ? Je pense au manioc. Voilà, le manioc, que ce soit la diaspora africaine issue de l'esclavage au Brésil ou sur le continent africain, le manioc, on le transforme, on le trouve sous différentes formes en fait, que ce soit le gari, la tiéké, la farine, ensuite les transformations. Au Brésil. Voilà, mais aussi les différents types de transformations. Et c'est en ça que je trouve que les femmes en Afrique ont été ingénieuses. Et c'est en ça où je dis, finalement, ce qui nous a été enlevé à travers l'histoire de l'esclavage, à travers toute cette déshumanisation de l'homme africain, est-ce que finalement, c'est pas à travers la gastronomie, ce qui nous lie en fait, on tirait une force et écrire une histoire nouvelle. Faire en sorte qu'effectivement, on en tire peut-être, que ce soit du gari, que ce soit du manioc ou du plantain ou de la cacahuète, qu'on en tire une certaine fierté culturelle. Une fierté pour cette jeunesse de demain, une fierté pour dire, finalement, en fait, on est frères, on se ressemble. Comment à travers une assiette, à travers un plat, à travers un produit, on se retrouve et on écrit une nouvelle histoire en commun, en fait. Donc c'est en ça que moi, je trouve que nos produits sont... en fait, on a une cuisine panafricaine qui se ressemble. Ce terme-là ne vient pas de moi, c'est en lisant un jour un article sur Alexandre Belaoula, et il disait, mais oui, nos cuisines sont panafricaines, parce qu'on a beaucoup de plats en commun, on a beaucoup de produits en commun, sauf que la dénomination, selon la situation géographique, est complètement différente. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut inspirer cette jeunesse. Je pense qu'il faut proposer quelque chose de nouveau, et je pense que la gastronomie, en tout cas les cultures culinaires, peuvent aider à écrire une nouvelle histoire de l'Afrique. Pierre, tu voulais rebondir Non, simplement, je voulais finir sur la question des migrations très rapidement. Ce qui est assez paradoxal dans le cas des cuisines africaines, c'est qu'on a des diasporas très importantes, mais que finalement, les cuisines africaines ne se sont pas vraiment intégrées dans le paysage alimentaire, on va dire, des villes européennes ou nord-américaines ou asiatiques même. Tu veux dire qu'elles sont restées intracommunautaires et non... Ce que je veux dire, c'est que je fais toujours l'expérience avec mes étudiants. C'est assez drôle de leur dire qu'est-ce que vous allez manger ce soir. Alors, il y en a certains qui me disent un biryani indien, d'autres qui vont me dire une pizza ou des pâtes, les troisièmes qui vont me dire des tacos ou des tacos à la française. Bon, mais personne va me dire tiens, je me ferais bien un thieboudienne, un tiep ou un ndolé ce soir. Donc c'est assez intéressant. Alors après, si on essaie de chercher pourquoi, la première, alors il y a plein de raisons. Moi, je pense que la première, c'est que historiquement, les références gastronomiques sont restées profondément identitaires parmi les diasporas africaines. C'est-à-dire que manger africain, c'était une manière de conserver des liens réels ou symboliques avec la communauté, avec la région d'origine, avec le pays d'origine. Et donc, finalement, il n'y a pas eu une véritable nécessité ou un besoin de la part des mangeurs, voire même des entrepreneurs africains, justement de s'ouvrir à une audience plus large. Est-ce que c'était une manière de résister aussi ? Résister, je ne sais pas. Déjà, comment dire, prolonger une sorte de vie communautaire. Donc résistance,
Peut-être, mais résistance par rapport à quoi? Je ne sais pas. D'ailleurs, on le voit bien. On pourrait dire, oui, il y a la difficulté d'accéder, par exemple, au marché de l'emploi, etc. Mais si vous prenez, là, on est à Paris, si vous prenez dans le 18e, les restaurants traditionnels africains du 18e arrondissement, finalement, il y a eu un accès au crédit, il y a eu un accès à l'emprunt, il y a même eu d'autres stratégies de crédit qui ont été mises en place. Mais toi ou moi, on va dire en tant que Français ne partageant pas peut-être de liens identitaires avec l'Afrique, quand on essaye d'y aller, finalement, même si les restaurateurs peuvent être très aimables, il n'y a pas de souci là-dessus, mais on sent finalement dans la manière dont le lieu est agencé, dont la décoration est faite aussi, que finalement le menu et l'offre s'adressent à des mangeurs particuliers, à un segment particulier de mangeurs. Tu veux rebondir sur ça, Clarence? Sinon, moi, je vais dire quelque chose. Je pense que c'est peut-être parce que, à un moment donné, nous, en tant qu'Africains, on n'a peut-être pas eu l'impression que nos cuisines intéressaient les autres. Quand j'entends que c'est agencé comme si, on a l'impression que l'offre s'adresse qu'à une population en particulier, c'est parce que, peut-être inconsciemment, on avait l'impression que c'est une cuisine, ou en tout cas une offre, qui ne pouvait pas intéresser d'autres personnes que les personnes qui l'ont connu. Et donc, quand on a de temps en temps un blanc qui vient manger, un chinois, je ne sais quoi, eh ben, on trouve ça sympa, mais c'est anecdotique. Et aujourd'hui, donc pour essayer de revenir à un peu le sujet pour lequel on est là, moi je suis convaincue, et d'ailleurs c'est une très bonne chose, que non, la cuisine du futur ne sera pas africaine dans le sens, on va pas tous se mettre à manger des tchèpes, des ndolé ou je ne sais quel autre plat sud-africain par exemple. Pourquoi pas? Mais peut-être que oui, parce que déjà d'une, le vocabulaire commence à rentrer un peu dans les discussions. Mais oui, dans le sens où beaucoup de produits avec lesquels on cuisine depuis des décennies maintenant en Afrique, commencent à avoir un écho, un intérêt pour l'Occident. Ouais, d'accord ? Et pour différentes raisons, qu'elles soient sanitaires, économiques ou écologiques. Oui, je voulais en venir de ces produits qui font leur entrée, ou même de techniques. Je pense à la fermentation, aux aliments sans gluten, sans lactose, au séchage, au fumage. C'est des choses que vous faites depuis... Tout à l'heure, on entendait parler d'agriculture avec peu d'eau, etc. Oui. Donc c'est forcément le mil, le mil, l'olive, le fonio, le sorgho. Je voyais dans des revues là, le 1 qui parle de manger demain, le sorgho est cité comme une des céréales les plus résilientes, les plus résistantes à l'eau. Du coup, est-ce que on va s'inspirer enfin de traditions, de manières de faire, d'ingrédients africains, aussi à l'aune du changement climatique et de l'urgence climatique? C'est en ça que l'assiette de demain peut être plus africaine, Georgiana? Clairement, oui. Alors après, c'est toujours compliqué de dire, enfin, à mon sens, est-ce que le sorgho est africain? Moi, j'en sais rien. Pierre saura peut-être plus le dire. Est-ce que le mil est africain? Est-ce que le citron est de Menton et pas d'Amérique du Sud? Enfin, voilà. Moi, je pars du principe que dès lors qu'un produit planté sur une terre, cette terre l'accepte, en tout cas, il pousse, il devient un produit local. Donc aujourd'hui, c'est peut-être de se poser la question de comment est-ce que ces produits que ce continent cuisine depuis des décennies et y trouve quand même beaucoup d'intérêt sur le plan de la santé. Je ne crois pas que l'Afrique soit un des continents le plus pointé du doigt en termes d'obésité ou quoi que ce soit. Donc ça veut bien dire qu'on a une alimentation saine. Et très peu responsable du changement climatique aussi. Comment ? Très peu responsable historiquement du changement climatique. Voilà, donc en fait la sécheresse, machin de ça, nous on connaît ça depuis très longtemps. Donc les utiliser, c'est une bonne chose. L'assiette du futur, qu'elle soit avec des produits qui viennent d'Afrique, c'est bien, mais ça serait bien aussi qu'elle soit avec des techniques et carrément des recettes aussi qui viennent d'Afrique. Moi, c'est ça qui me ferait aussi plaisir. Découvrir de nouvelles saveurs, découvrir de nouvelles façons de manger, découvrir de nouveaux goûts. Et aujourd'hui, on est très dans la tendance de la fermentation et tout ça. On a l'impression que c'est un truc génial qu'on
qu'on a inventé. Ben, moi, des fois, je me sens même pas obligée d'en parler, enfin de dire que je le fais dans ma cuisine, parce qu'en fait, c'est dans mon ADN, en fait. Vous voyez, mettre en saumure, laisser fermenter, mariner, tout ça, c'est dans mon ADN. Mais je me réjouis que tout le monde s'y mette aujourd'hui. Donc, c'est plus ça. Tu penses à des plats en particulier? Comment? Tu penses à des plats ou des recettes en particulier? Pour moi, par exemple, un produit, j'essaye toujours de l'utiliser de A à Z. Si je prends un poisson par exemple, comment je reçois mon poisson, un thon, une dorade, un maquereau, peu importe, eh ben, je vais garder la tête pour faire défumer, mais après il y a une partie aussi que j'utilise, que je fais sécher, fumer, parce que ça va me servir de base ou pour une sauce ou pour faire une poudre ou X choses. La chair, je vais la faire de différentes manières, frit, frais, mariné, fumé. Parce qu'en fait, c'est aussi des techniques qui permettent de conserver plus longtemps, d'accord? De conserver des fois sans avoir besoin du froid. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que si on ne conserve pas au froid, en fait, on conserve mal. Donc après, c'est toutes ces idées reçues qu'il va falloir un peu casser, je pense, et revoir notre façon de cuisiner, revoir notre façon de nous alimenter. Donc l'anti-gaspi, la cuisine des restes, des épluchures et tout, en fait, on n'a rien inventé, quoi. Non, 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 non. Moi, c'est dans mon ADN. Pareil, c'est dans l'ADN de toute femme africaine, l'anti-gaspillage, le séchage, le fumage. Nos grands-mères font ça depuis la nuit des temps. Et je voudrais juste rajouter quelque chose, comme tout à l'heure, Georgiana parlait du fait qu'à un moment donné, nous, on ne s'est jamais dit que oui, notre cuisine pouvait intéresser les autres. C'est parce qu'en fait, je pense qu'à un moment donné, on s'est pas dit qu'effectivement, on peut vendre nos cuisines, comme pourraient le faire, que s'appelle les Français, comme on pourrait le faire en France ou en Italie, ou nos produits. En fait, je crois que c'est pas dans notre ADN. C'est-à-dire qu'on a un autre rapport à la cuisine, à l'acte de manger. C'est-à-dire que en France, après la Révolution, quand les chefs ils sont sortis de chez les seigneurs, ils sont allés ouvrir des restaurants. Nous, le restaurant, ça n'a pas vraiment d'histoire en Afrique. On a les maquis, et les maquis, c'est tenu par les bonnes femmes, ok, mais on sait jamais. Qu'est-ce que c'est? Maquis, c'est des restaurants de rue populaires où vous pouvez trouver le DG d'une grande entreprise et le travailleur qui, je ne sais pas, répare des motos en train de manger et de partager le même plat. Et donc on a un autre rapport au restaurant. Et moi, aujourd'hui, je pense qu'en étant en France, dans notre métier, effectivement, on a un autre rapport, de par notre contexte géographique, on a un autre rapport à la cuisine, à la restauration. Et souvent, je me dis, mais est-ce que si j'avais été en Afrique, est-ce qu'aujourd'hui, je pourrais me projeter en tant que chef? Est-ce qu'aujourd'hui, ma cuisine serait autant métissée? Est-ce que j'utiliserais telle technique pour faire valoir les cuisines africaines? Donc tout ça pour dire qu'à un moment donné, nous, en tant qu'Africains, on n'a pas su vendre, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas vendre notre culture. On ne sait pas ce que c'est qu'utiliser le soft power pour vendre notre culture. Là, maintenant, on se rend compte, et je pense que c'est aussi, à un moment donné, la responsabilité de nos politiques, de se dire, OK, mettre en place toute une politique de valorisation de la culture, que ce soit de la musique, que ce soit du théâtre, que ce soit ce que vous voulez, mais aussi faire de la gastronomie un outil qu'on vend, quelque chose qu'on vend, pour faire en sorte qu'à un moment donné, on puisse créer des cités gastronomiques en Afrique. Je pense au Bénin. Le travail que fait actuellement la présidence du Bénin pour la valorisation de la culture, des cultures au Bénin est juste immense. Et j'espère que la présidence va peut-être, pourquoi pas, créer un site de la gastronomie au Bénin. Parce que c'est ça qu'il faut faire. C'est à un moment donné se dire qu'on met en place des politiques, qu'on met en place des formations également, qu'on met en place tout un certain nombre de choses pour faire prendre conscience qu'on a quelque chose qu'on peut vendre. Cette question de la formation, et après je te repasse la parole, Georgiana, elle est particulièrement cruciale. Je l'ai posée aussi sur la table ronde, la première table ronde, avec le chef Anto qui était là, avec Axel qui était là, Mbecha, Tiezan, qui disaient, tous les deux ils se sont formés dans des écoles françaises. École Paul Bocuse, Ferrandi, toi tu as fait la formation de Thierry Marx, cuisine mode d'emploi. Est-ce qu'il y a vraiment un déficit de formation dans les pays africains qui rendent presque obligatoire le passage par la France pour passer par des formations, pour avoir cette reconnaissance aussi après? Il y a un déficit énorme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure,
on enseigne de la gastronomie française. Alors, j'ai rien contre, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, on va retrouver, et c'est normal, on va retrouver des écoles ou des institutions de formation qui sont ici sur le continent. Alors, c'est très bien. Donc, ces apprenants, quand ils vont aller en formation, qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Ils vont apprendre la gastronomie française. Il n'y a pas de problème. On utilise les bases, les savoir-faire français, mais quid de nos savoir-faire? Quid de la valorisation de nos patrimoines? Et je pense que c'est en ça où il va falloir faire un travail, c'est-à-dire faire en sorte qu'à un moment donné, la formation professionnelle se mette plus à la page en se disant peut-être qu'il serait peut-être temps qu'on insère dans nos programmes de formation en Afrique, que s'appelle la formation outiboudienne, ondolais. Je parle du ndolais, mais le ndolais, c'est techniquement à faire. Qui est le plat camerounais, c'est ça? C'est ça, c'est juste incroyable. Donc, se dire qu'à un moment donné, si on veut aussi valoriser nos patrimoines culinaires, oui, on va utiliser, il est important d'avoir les bases de techniques françaises, et c'est ce que j'ai fait en passant par l'école de Thierry Marx. J'ai appris les bases. Et maintenant, comment ces bases-là, moi, je les utilise pour valoriser ma cuisine. Georgiana? Alors, deux choses. La première, c'était pour réagir à ce qu'on disait un tout petit peu avant. Juste une remarque. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, en réalité, même si ça se démocratise vachement par des food trucks, par des plateaux comme celui-ci, par des revues, par des événements comme l'année dernière, on a eu l'année de l'Afrique en France, etc. Donc, on commence à en parler, ça se vulgarise de plus en plus. Mais je pense aussi que ça va aussi passer par emmener les cuisines africaines, quelles qu'elles soient, de quelques pays que ce soit, sur les tables gastronomiques. Et c'est comme ça, en réalité, qu'elle sera adoubée en fin de compte, et que donc chacun pourra se l'approprier en disant « Ah ben oui, c'est une cuisine qui vaut autant que les autres ». Voilà, ça c'est fait. Ensuite, sur le sujet de la formation, effectivement, aujourd'hui, on a un déficit de structure. Attention, quand je dis ça, moi, je n'ai pas fait une étude de marché sur tout le continent. Je parle toujours, en général, moi, du Bénin, parce que voilà, c'est d'où je viens, c'est le sujet que je maîtrise à peu près bien. Et moi, depuis quelques années, j'essaye de trouver les bonnes personnes, en fait, pour, comment je pourrais dire, arriver à monter une école ou un lycée hôtelier ou quelque chose au Bénin, et que ça fasse des petits dans d'autres pays, pas que d'Afrique subsaharienne, dans toute l'Afrique. Je pense, je crois que je dis pas de conneries si je dis qu'au Maghreb, déjà, ils ont un peu avancé sur la question, parce que souvent, quand on parle d'Afrique, on pense que c'est que les Noirs, mais il y a beaucoup d'Africains en Afrique, quoi. Il y a des Noirs, il y a des Blancs, il y a des Arabes, enfin, je pense qu'on peut dire comme ça, donc voilà. Bref, donc, monter des structures dans lesquelles, pourquoi pas, après il faut voir, une fois que ce sera fait, emmener peut-être des techniques d'ailleurs, mais ne pas négliger les techniques locales, ne pas négliger la cuisine du pays où est implantée. Et les valoriser en dehors, parce que en dehors du foyer. Ces jeunes ou ces personnes qui vont sortir de ces centres de formation, soit resteront sur place, soit iront à l'étranger. Donc il faut qu'en allant à l'étranger, peu importe où, en Occident ou dans d'autres pays d'Afrique, ils puissent facilement s'adapter. Tout comme pour la langue, en fait, finalement. Si on ne parlait que notre langue en arrivant en Occident, l'intégration est un peu plus dure. On le sait, pour les personnes à qui ça arrive. Donc c'est toujours bien d'avoir un panel de compétences pour pouvoir porter le message. Mais donc, oui, les structures, oui, mais en prenant le soin de pouvoir combiner et les techniques qui ont fait leur preuve, donc de la cuisine française ou autre, mais aussi locale, donc peut-être en associant les mamans souvent, parce que ça passe souvent par les mamans chez nous, mais ou d'autres personnes à ces centres de formation-là. Donc il y aurait un déficit de la formation et aussi un déficit de connaissances. Pierre, peut-être, d'un point de vue en tant que chercheur, en tant que personne qui étudie le sujet de l'alimentation sur la planète, en Afrique, on connaît mal, en fait, aussi. On a un déficit de travaux
de recherche qui a été fait, comment ça se fait et comment on y remédie? Oui, bah, tu as entièrement raison de pointer cet aspect-là. Et moi, je rebondirais aussi sur autre chose. Alors, vous avez vu, Clarence, elle est très impatiente. C'est bien, c'est pour ça qu'on aime Clarence, d'ailleurs, pour son impatience légendaire. Mais la question de la cuisine, de l'alimentation en Afrique, avant même de parler de soft power, c'était déjà une question vitale. C'est est-ce que ce soir ou ce midi, je vais avoir assez sur la table ou par terre, enfin, tout dépend comment mangent les gens, pour survivre. C'était une question vraiment de survie. Et la question de pour passer à la question du comment utiliser l'alimentation et la cuisine comme levier d'influence, il faut déjà être sûr que assurer la sécurité alimentaire. Que les placards et que le réfrigérateur, s'il y a un réfrigérateur, seront pleins. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième petite chose, après, t'inquiète pas, j'ai juste un esprit d'escalier, c'est pour ça. Quand tu disais, est-ce qu'on va tous manger du sorgho? Alors moi, je me méfie énormément de l'explication très techniciste. Alors j'espère qu'il n'y a pas d'ingénieur agro ici, parce que peut-être que ça va piquer un petit peu, dans le sens où l'idée selon laquelle, c'est bon, le sorgho, c'est bon pour l'environnement, ça a tel... propriété, on va dire, vertu diététique, nutritionnelle. Donc en France, au Japon, etc., on va en manger. Un peu comme on a fait avec le quinoa. Oui, mais alors déjà le quinoa, alors ici je pense que tout le monde mange du quinoa. En me baladant, j'ai vu des barbes fleuries, des gens très... voilà. Qu'est-ce que tu veux dire quand je vais dans mon village dans les Deux-Sèvres, essayer de leur faire manger du quinoa, ça va être assez compliqué. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir non plus le prisme parc floral aujourd'hui. Donc tout ça pour dire qu'il y a aussi l'importance des cultures culinaires qui existent. Et c'est pas facile, c'est quelque chose de très compliqué à faire changer. Ensuite, la question, et là je reviens à ta question, là, moi je m'en suis rendu compte en travaillant justement sur l'Afrique dans mon dernier bouquin, mais c'est super compliqué de trouver des sources. C'est-à-dire, alors, certes, il y a vraiment un développement et une explosion même, et Georgiana elle est là justement c'est un des exemples parmi d'autres, justement de cette édition, de cette activité éditoriale autour des cuisines africaines. Mais si vous voulez simplement aller sur Internet, alors qu'est-ce que c'est le plat national, je sais pas moi, du Burundi? C'est compliqué. C'est-à-dire que vous avez très très peu d'ouvrages académiques ou même grand public bien fichus qui parlent des cuisines africaines. Et alors quand je dis ça, c'est à la fois en français, mais aussi en anglais. Donc c'est-à-dire qu'il y a un vrai manque là-dessus. Et justement à l'IGP, c'est un petit peu ça, l'un des axes de travail qu'on va avoir dans les mois et les années à venir. Ça va être l'Institut gastronomique panafricain. C'est ça va être de créer... Oui, c'est pas les appellations d'origine française. Hein. Mais ça va être justement de créer et de mettre à disposition du grand public, mais aussi des chercheurs, des ressources sur... en gros, les Africains, ils mangent quoi? Et c'était ça. Alors, merci de me passer le micro. Non, mais non, pas beaucoup, pas vraiment le choix. Non, mais je rebondis parce qu'après j'oublie. Moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Le goût de Cotonou, c'était ça. Le livre Le livre que j'ai coécrit, mais c'est Mayalène qui a tout écrit en fait. Moi, j'ai parlé, elle a tout écrit. Voilà. Non, l'idée c'était de ça. C'était un peu égoïste au début en disant qu'est-ce que moi je vais laisser à mes enfants qui ont une double culture demain, si je suis plus là, s'il n'y a plus leur grand-mère, leur arrière-grand-mère, les plats qu'ils auront mangés, sachant qu'on n'y va pas souvent et qu'ils ont plutôt grandi de ce côté-ci du monde, s'ils veulent les refaire, comment on fait? Parce que nous, on a quand même une transmission par le geste et par l'observation. Donc, à un moment donné, moi, je vais peut-être en choquer beaucoup. Je mange pas comme je mangeais gamine chez moi à la maison, quoi. Je veux dire... Je fais comme tout le monde en France, je mange des pâtes, j'achète des courgettes et tout ça. Et c'est pas l'alimentation avec laquelle moi j'ai grandi. Et donc mes enfants, c'est vraiment quand on va là-bas ou quand on se retrouve en famille qu'on retrouve les plats de là-bas. Donc c'est parti de là le livre. Mais c'est aussi parti de, si on veut dire aux gens, intéressez-vous à nos cuisines, et même nous en tant que chefs, avant de revisiter, de déconstruire, de je ne sais quoi, déjà expliquons aux gens ce qu'on mange. Là, on a parlé de produits bruts, le sorgho, le machin, c'est bien parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau, machin, etc. Mais après, dans l'assiette, ça donne quoi? Dans l'assiette, ça donne du gari, ça donne un ragoût de gombo, ça donne du amio au poulet. Et là, je parle que de plats du sud du Bénin. Dans le nord, c'est encore différent. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai voulu un ouvrage, en fait, qui retrace donc moi j'ai eu la chance de naître et de grandir là-bas, donc qui retrace toute l'alimentation que moi j'ai eue à Cotonou, qui se retrouve être un carrefour finalement des cuisines un peu du Bénin. Et comme ça, on en avait parlé d'ailleurs avec Mayalène, est-ce qu'on mettait des traductions des noms de plats ou est-ce qu'on gardait
le nom d'origine. Et on a décidé de garder le nom d'origine et entre parenthèses d'expliquer ce que c'était. Parce qu'aujourd'hui, même nous, on l'a fait. Mafé, Ndolé, Tchepdjen, sorti de là, on sait pas. On sait pas. C'est une manière de conserver la mémoire et de conserver la transmettre. mémoire et de transmettre et de faire savoir en fait. Voilà. Je vous repasse le micro, maître. Non, mais c'était bon. Clarence, si tu as une autre chose pour, avant qu'on vous passe la parole aussi pour avoir vos commentaires, vos questions. Pardon, pour rebondir sur ce que disait Gigi. Pardon, Georgiana, pardon, excusez-moi. Excuse-moi, Gigi. Excuse-moi, Georgiana. Bon, déjà, félicitations pour ton livre parce que je l'ai, il est magnifique, vraiment. Beau tour de passe-passe, Clarence. C'est un très, très beau bouquin. On en fasse plus. Oui, il faut qu'on en fasse plus. En fait, je suis très émue parce que ce qu'a fait Gigi, c'est ce que nous, tous, on devrait faire en fait. La cuisine de nos mamans, la cuisine de nos grands-mères, la cuisine de nos tatas. Et en fait, c'est qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants. Et c'est un très très beau livre, celui d'Alexandre aussi, et qui retrace exactement les recettes, les produits tels qu'ils sont au pays. Alexandre, tu fais référence à qui? Alexandre Belaola. Et moi, je sais que c'est de ça dont j'avais besoin et qui m'a permis encore une fois de me reconnecter avec d'autres Afriques, parce que moi, je suis de la Centrafrique. C'est ça, et puis au petit, on a aussi ceux qui sont nés là-bas, revenus ici, mais ceux qui sont nés ici, jamais allés là-bas, mais qui se sentent pas moins africains que ceux... Une manière de vous reconnecter à cette identité-là et de la poser aussi à l'écrit, d'avoir quelque chose Exactement. Qui perdure, un objet. Et ça fait partie des challenges qui sont d'écrire. Alors de plus, effectivement, Georgiana le disait, nous on est dans une tradition de l'oralité, du on regarde, on fait, on répète. Aujourd'hui on ne peut plus parce que nos mamans, nos tatas vont partir. Et quand elles vont partir, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Donc on a aussi ce challenge-là qui est d'écrire, de retranscrire nos recettes, de les transmettre au plus grand nombre, à nos enfants et au monde pour dire oh, on est là aussi. On apporte aussi notre part d'humanité. Voilà. Et occuper l'espace et prendre la place. Exactement. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires à faire à nos invités? D'ailleurs, je voulais juste dire, on est en direct sur Instagram. Si jamais les personnes qui... Eh oui. Si jamais les personnes qui nous regardent ont des questions, vous pouvez le faire. Oui, non, c'était juste pour rebondir sur tout ce qui avait été dit. C'est vrai que la cuisine française, comme elle est connue, on l'a dit tout à l'heure, tout part d'un livre. Hein, c'est le répertoire de la cuisine par Escoffier, en fait. Donc la puissance d'un livre, c'est assez grand et c'est super important, je pense, pour transmettre toute cette culture. Voilà. Donc il faut faire des livres. Un appel aux auteurs et aux autrices. Vous voulez rebondir à cette... Non, il a raison, c'est hyper flatteur, mais c'est vrai que j'y avais pas forcément pensé, mais tout part de là en fait. Après on dit c'est un livre de référence, un livre de référence. Le goût de Cotonou ne sera pas un livre de référence, mais si déjà ça peut être un livre qui montre qu'on peut le faire. Enfin si moi je l'ai fait et vraiment, je vais pas vous mentir, c'était hyper galère, c'est compliqué de faire un bouquin. Enfin même ne serait-ce qu'un bouquin photo-recette, déjà c'est très compliqué, mais pousser un peu plus au-delà des recettes pour dire on essaye de raconter quelque chose, l'histoire d'une cuisine, l'histoire d'une culture, l'histoire d'un peuple, ben, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de travail et il faut trouver les bonnes personnes. Encore une fois, je vais citer Mayalène. Bon, les photos c'est une chose parce que ben, ça donne envie et ça nous permet de visualiser, mais il faut bien se faire accompagner par des personnes, chacun son métier quoi. Voilà. Moi, ma seule qualité, c'est d'être né au Bénin et d'avoir grandi là-bas et d'avoir envie de faire ça. Mais j'ai trouvé Mayalène qui, elle, écrit déjà très bien, mais aussi a poussé un peu le truc. Et en faisant ce bouquin, je me suis rendu compte, parce qu'au début, je voulais faire un livre sur la cuisine du Bénin. Mais quand on a voulu définir le sommaire, je me suis dit, mais en fait, il y a 200 recettes, je pensais que j'allais galérer à en trouver 10 et j'ai réalisé en fait la riche. Et donc je me dis mais qu'est-ce que c'est au Burundi? Qu'est-ce que c'est en Éthiopie? Qu'est-ce que c'est au Malawi? Qu'est-ce que c'est au Gabon? Enfin vous voyez. Et comme disait Clarence, le même produit comme en Méditerranée finalement. Le même produit
dans différents pays, n'a pas la même résonance, n'a pas le même goût, n'est pas cuisiné de la même manière. Et donc pour en revenir au thème de notre table ronde, est-ce que l'assiette du futur est africaine ? Je pense que, j'espère qu'elle le sera, mais pas comme disait Pierre, dans le sens où d'un coup dans les Deux-Sèvres on veut voir tout le monde manger des haricots cornis ou du azingo cuit, du vanzou, non, mais dans le sens où les gens vont peut-être s'ouvrir comme on a pu le faire aujourd'hui. La sauce soja, tout le monde en met partout en ayant l'impression de faire de la cuisine japonaise, mais c'est pas du tout le cas. Donc demain, peut-être qu'on utilisera de l'huile de palme artisanale pour faire ses pâtes, pour faire son riz. Peut-être qu'on utilisera du afinti, les graines de néré fermentées qu'on appelle le sumbala dans d'autres pays, pour agrémenter son risotto. Et en ce sens-là, oui, la cuisine du futur sera devenue africaine. Il y a des endroits où on mange des insectes. Moi, je suis africaine, j'ai jamais mangé d'insectes. Enfin, je veux dire, voilà, donc c'est peut-être ça aussi le truc. C'est pas tant de transformer parce que nous on revendique notre culture, nos origines, donc c'est pas pour faire le truc à l'envers et de dire voilà, aujourd'hui nous on est là, on est en place, on a de la visibilité, vous allez laisser tomber vos ragoûts, vos daubes et tout ça et commencer à manger comme nous. Non, mais se dire voilà, la richesse mondiale c'est ça, c'est aussi le mélange des cultures, le mélange des produits et tout ça. Qui s'illustre parfaitement par un des plats dont j'ai un souvenir gustatif très marqué que j'ai mangé chez toi il y a quelques mois, chez Rouge, qui est une sorte de crème de pommes de terre avec l'huile rouge, l'huile de palme au-dessus, qui donne un goût presque de chorizo, qui donne un goût fumé assez fort. Ah, c'est la mousse de pommes de terre. Voilà, et donc la pomme de terre qu'on mange à toutes les sauces en France, avec cette huile de palme, c'était explosif et génial. J'ai trouvé l'association des deux pierres. Tu veux dire un mot ? Oui, je voulais dire simplement que je pense qu'il ne faut pas être trop impatient non plus. Certes, il y a une effervescence énorme. Clarence, prends ton mal en patience. Non, mais Clarence, je sais la calmer. C'est pour ça qu'on s'entend bien, en fait. Non, mais monsieur parlait de l'importance de l'écrit. Je rappelle que la cuisine française, le premier écrit, je crois qu'il date du XIVe siècle, le premier écrit gastronomique. On est en 2022. Donc ce que je veux dire, c'est que là, on s'étonne que depuis, 20 ans, disons ça encore, je suis généreux, 10-15 ans, dirons-nous, la cuisine africaine se développe, mais peut-être pas assez vite. Je rappelle quand même que la cuisine française, pour devenir la référence qu'elle est aujourd'hui, même encore aujourd'hui, même si on peut la critiquer, etc., il lui a fallu presque, vous calculez, plus de 600 ans, quoi. Donc finalement, c'est vrai qu'on est dans une sorte d'instantanéité aujourd'hui, mais quand même les dynamiques dont on parle pas de tendance. On en parlait avant de venir avec Clarence, on parle pas de tendance, on parle vraiment de dynamique de fond. Et ces dynamiques de fond, parce qu'elles sont de fond, justement, elles mettent des années, des dizaines d'années, voire même plutôt des siècles avant de se produire. Alors je dis pas que les cuisines africaines vont devenir célèbres à l'horizon 2172, c'est pas ça. On sera plus là. Mais on se dira qu'on aura fait notre travail quand même, quand il fallait le faire. Mais laissons le temps au temps aussi. Est-ce qu'il y a un autre commentaire ? Oui. C'est mon micro d'ailleurs. Oui. Moi, je voudrais exprimer quelque chose qu'on a aussi essayé de développer avec Pierre Saner sur la saison des cuisines africaines. C'est que ce qui est passionnant depuis ce matin avec Omnivore, que l'on essaye d'exprimer aussi là, c'est qu'il y a à la fois une responsabilité et un intérêt pour l'Assemblée d'Européens qui sont là, dont vous, à essayer justement d'inventer quelque chose qu'on aime bien aujourd'hui appeler une vraie culture de coopération là-dessus. Et cette culture de coopération, je pense qu'elle peut aussi permettre des accélérations par rapport à ce que Pierre disait, et des accélérations qui peuvent aussi permettre d'être des éléments quand même de résistance à certaines tendances de la mondialisation. C'est que si on laisse quand même trop d'espace aux machines que l'on connaît tous, eh bien, on n'aura pas de possibilité de cultiver les altérités que vous avez très très bien exprimées ce matin. Il faut vraiment qu'on donne très vite de la puissance aux expressions de ces écritures culinaires en Afrique et aux expressions des modèles économiques qui vont pouvoir essayer de se structurer. Donc oui, il y a une certaine urgence à traiter ça.
parce que sinon, les poches de résistance, elles seront marginalisées. Je t'en prie, Clarence. Je vais juste rebondir sur ce que disait Fabrice. Déjà, Fabrice Lextrait, oui. qui est derrière la friche Exactement, à Marseille, et qui a aussi beaucoup contribué au numéro de Papille et dans la programmation de la journée. Et qui fait un magnifique travail à la friche et qui, ces 2 dernières années, même je crois depuis un petit moment, fait un travail extraordinaire autour des cuisines africaines. Donc je n'ai pas eu l'occasion de te le dire, donc merci. Mais si, parce qu'en fait, le travail que vous faites, que d'autres font en fait, comme tu le dis, permettent effectivement une accélération, une visibilité de tous ces acteurs. Alors oui, il y a les chefs, mais il y a aussi ceux qui écrivent, il y a aussi ceux qui pensent les cuisines, et il y a aussi toutes ces cuisines effectivement du quotidien. Et c'est finalement ces cuisines-là en fait dont on a besoin, je pense, aujourd'hui. Donc il y a eu l'année Africa 2020, et puis il y a eu le Covid, il y a eu plein de petits trucs comme ça qui ont fait que les choses ont pris un peu de retard, mais effectivement, depuis quelques années, il y a une montée en puissance des cuisines africaines et je suis tout à fait d'accord. Je partage ton avis quand tu dis que oui, il faut créer des coopérations pour faire en sorte qu'on puisse écrire de nouvelles choses ensemble. Donc c'était juste ce que je voulais dire. Merci. Peut-être un mot de la fin, l'un ou l'autre. Pierre, Georgiana, vous aviez quelque chose à ajouter pour conclure? Oui, moi je rajouterais simplement un dernier mot sur la globalisation. Alors moi je pense pas du tout que... Je pense que la globalisation, grâce ou à cause, à voir, finalement on a une offre alimentaire, vue de France, qui n'a jamais été aussi riche qu'elle l'est aujourd'hui. Et alors finalement, est-ce que c'est un mal? Est-ce que ce n'est pas un mal? Ça c'est autre chose. Quand je dis une offre alimentaire, je dis une offre alimentaire. Les produits disponibles, les techniques disponibles sont là, mais on a aussi des systèmes économiques ou des modèles économiques divers qui se développent. Alors, si j'ai bien compris, sous-entendu, c'était les gros acteurs agroalimentaires qui éraseraient finalement les différences locales. Moi, je pense pas, en fait. J'ai tendance à m'inscrire un petit peu en faux par rapport à cette idée-là. Oui, il y a des acteurs agroalimentaires gigantesques, hégémoniques, on est entièrement d'accord. Mais justement, la présence de ces acteurs agroalimentaires crée et fait naître des modèles alternatifs qui, finalement, d'ailleurs, sont de moins en moins alternatifs. Manger bio, privilégier les circuits courts, les circuits locaux, etc. Enfin, c'est devenu très, pour faire un horrible anglicisme, très mainstream, en fait. Le mot de la fin. Moi, j'aimerais revenir sur la table de tout à l'heure, où j'ai trouvé très intéressant l'échange entre Sarah et Jules. Notamment Jules qui disait Sarah, juste pour recontextualiser, Sarah Ben Ramdan qui est productrice d'huile d'olive bio en Tunisie, Jules Nyang qui est chef à Lyon et qui a monté un projet qui s'appelle Olel pour monter des fermes au Sénégal, en Mauritanie. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est de dire c'est vrai, c'était urgent d'en parler, comme il dit Fabrice, c'était urgent de faire savoir que des cuisines existent en Afrique et qu'en plus elles sont bonnes, elles sont intéressantes, elles ont quelque chose à apporter aux cuisines qui existent déjà et qu'on connaît très bien. Mais après, je pense qu'il faut chacun qu'on fasse très attention à ne pas se retrouver dans des espèces de carcans et finalement s'éloigner de ce qu'on est vraiment. Moi aujourd'hui, quand il y a des gens qui viennent au restaurant pour étayer ce que je suis en train de dire, ils s'attendent à manger béninois. Et je leur dis, je suis déjà béninoise, enfin, tu vois, le matin quand je me lève, je me dis, wow, alors, t'es une femme, t'es noire, waouh, super. Non, mais en vrai, je suis béninoise, je suis marseillaise, et je suis ces deux-là, en fait. J'ai pas envie de choisir, et je ne veux pas qu'on me demande de choisir. Et pareil, dans ma cuisine, sur ma table, dans mes assiettes, je ne veux pas qu'on me demande de faire ce qui serait politiquement correct, ou dans l'air du temps, ou quoi que ce soit. J'ai des choses que je revendique, voilà, j'ai cette ma cuisine elle est protéiforme, voilà, et elle se nourrit autant de ma vie au Bénin que de ma vie à Marseille, où j'ai passé déjà le même nombre d'années dans les deux pays, j'allais dire. Donc
C'est ça aussi, oui, c'est bien. Oui, il faut continuer à porter haut les couleurs des cuisines africaines, mais pas pour autant rester que dans ce spectre-là et ignorer en fait le reste. Tout en, et je le dis parce qu'on l'a un peu balayé rapidement, en prenant bien conscience que ces produits qui viennent du continent africain, ces cuisines-là, peut-être aussi seront des solutions aux problèmes écologiques que nous avons aujourd'hui, aux problèmes sanitaires, les intolérances, les hypersensibilités à tel ou tel produit. Eh ben, c'est bien aussi de parler de ces cuisines-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ces produits et de leur dire, ben voilà, vous qui êtes intolérants, vous qui êtes hypersensibles, vous qui souhaitez manger différemment par un souci d'écologie, etc., eh bien, il y a la possibilité de vous tourner vers ce genre de cuisine. Des solutions existent et elles sont africaines. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois pour cet échange très riche et merci à vous d'être venus nombreux nous écouter.